Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau live sur Bubble, un live en plein cœur de l'été, le numéro 10, avec Michael Sanlaville qui va venir nous parler de son adaptation de San Antonio, déjà un deuxième volume chez Casterman, donc une adaptation des romans de Frédéric Dard. Juste avant de commencer, je vous présente un tout petit peu le bouquin et on va accueillir après Michael. On se retrouve à l'occasion de la sortie de San Antonio, le tome 2, Si ma tante en avait, qui est donc une adaptation d'un des romans des 175 titres de la série écrit par Frédéric Dard, et qui se passe en Bretagne, là où le premier San Antonio chez les Gaunes se passait à Lyon, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et en parallèle de la série, Michael réalise aussi les couvertures des romans qui sont republiés. Donc il y a eu plusieurs illustrateurs qui se sont succédés sur ces illustrations, et donc Michael est un des nouveaux illustrateurs, ou le nouvel illustrateur, on lui demandera. Et donc il republie donc des nouvelles couvertures en parallèle de la série. Je vous propose de regarder un petit trailer pour commencer et se mettre un peu dans l'ambiance. Et après on accueille Michael. Et voilà, c'est parti. On accueille Michael à l'écran. Salut Michael. Salut Thomas, bonjour tout le monde. Merci Comment d'être ça là. va? Merci d'être avec nous. Ça va très bien, et toi? Ouais, bah écoute, très très bien. Il fait chaud. C'est la première fois que je fais un live Facebook comme ça, donc c'est rigolo. On va tester, on va tenter l'expérience. Mais en tout cas, merci de ton invitation. Et puis bah, allons-y gaiement. C'est parti. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment c'est venu cette idée d'adapter San Antonio en bande dessinée? Écoute, San Antonio, pour rappel, je le lis depuis que je suis gamin en fait. Et c'est pas vraiment de la lecture pour enfants, mais moi je l'ai lu, je suis tombé dedans très tôt. Et c'est mes parents autour de moi, ils ont un peu laissé faire, histoire que je me mette un peu à la lecture. Et puis, bah, un, deux, trois, et j'en ai toujours eu un dans mon sac jusqu'à aujourd'hui. Donc, San Antonio, c'est vraiment un rêve de gosse. Et jamais, pas une seconde, je me suis dit que je pourrais l'adapter en BD parce que je pensais que l'univers était complètement verrouillé, que les ayants droit tenaient leur truc d'une main de fer. Et en fait, bah, il se trouve qu'en proposant ça, en lâchant la blague autour d'un verre avec mon éditeur, il m'a dit mais non, c'est possible en fait. On travaille déjà avec Le Fleuve, qui est la maison d'édition historique de San Antonio. Et du coup, bah, les interlocuteurs étaient tout trouvés. Et puis, bah, ils m'ont sorti ils m'ont acheté les droits d'un bouquin en 2 semaines et j'avais le contrat sous les yeux. Et c'était, j'en revenais pas, quoi. Donc, grosse pression, mais grosse récréation aussi. Et du coup, alors ce premier volume, donc c'est chez les Gaunes, et donc ça a été, c'est à moitié un choix, ou c'est pas un choix parce que toi t'es originaire de Lyon, donc il y a aussi un lien avec toi. Donc tu dis ils l'ont acheté, mais c'est pas au hasard en fait. Bah, disons qu'il fallait, Frédéric Dard, il est lyonnais, il a grandi dans la banlieue, et dans Lyon, et dans la banlieue lyonnaise. Donc, il y avait un petit clin d'œil à jouer, d'autant qu'il y a une énorme communauté de fans de San Antonio autour de Lyon. Et c'était un petit clin d'œil. Et puis, en fait, l'histoire, c'est que, et je vais y revenir avec le tome 2, c'est que très vite, San Antonio, c'est 100% franchouillard, c'est intraduisible, c'est toute la France dans tous ses états, dans tous ses clichés. Et du coup, bah, moi, je trouvais ça marrant d'attaquer un peu comme le Tour de Gaulle d'Astérix. Je sais pas si tu te rappelles, Ouais. où il passait par toutes les villes et avec toutes les spécialités. Il y avait que des clins d'œil, que des petites blagues sur les gens qui habitaient différentes régions de France.
Et en fait, l'idée, c'était un peu ça, quoi. C'est de commencer à Lyon, ensuite partir en Bretagne, et puis qui sait où le troisième nous mènera. Donc voilà, pour commencer, c'est ça. Après, peut-être qu'on partira à l'étranger, mais Oui, c'est ça. Là, tu as choisi donc la Bretagne dans le 2. C'est toi qui as choisi. Tu t'es dit, tiens, je vais changer d'univers complètement. On va être un truc plus maritime après la ville et les ouais. poursuites de bagnole. Alors, le choix, ça a pas, c'est pas, j'ai pas choisi la Bretagne parce que la Bretagne me plaisait. En fait, j'ai choisi le roman d'abord parce que j'ai présenté dans le premier tome qui se passait à Lyon, j'ai présenté les deux personnages principaux, qui sont San Antonio et Berrurier. Donc c'est Astérix et Obélix de l'univers de San Antonio. Et ensuite, j'ai choisi un bouquin où j'ai choisi le bouquin en fonction des personnages qui apparaissaient, parce qu'il y a une grosse galerie de personnages hyper intéressants dans San Antonio, dont une petite gamine adolescente, un autre inspecteur centenaire complètement à l'ouest. Il y a des personnages très hauts en couleur et je voulais que l'ordre de leur apparition se fasse de façon à présenter au lecteur cette galerie de personnages. Après, je te cache pas que j'ai pris un malin plaisir à dessiner des Bretons complètement bourrés de partout. C'est le gros cliché de la Bretagne, mais Frédéric Dard, il fonctionne comme ça, avec le cliché, avec le jeu du cliché, de l'approximation, et c'est tout ce que j'aime faire dans mon dessin. Et justement, tu parlais de l'adaptation et l'écriture de Frédéric Dard qui est pas très traduisible. Justement, comment tu l'adaptes, toi? Tu le relis plusieurs fois et tu coupes? Tu penses à des scènes en particulier? Comment tu gères? Ouais, bah, alors c'est clair que adapter un bouquin de 250 pages bourré de blagues de cul, de bastons, de digressions qui partent et qui sortent complètement de l'histoire, ça a pas été une mince affaire, mais bon, très vite, je me rends compte que l'image, elle prend le relais, en fait. Le texte, c'est même, comment dire, c'est même rassurant de savoir que je vais trancher dans le texte parce il y a beaucoup de gens qui, l'argot de Frédéric Dard, sa langue, moi je la trouve géniale, mais elle peut aussi représenter une barrière parce que c'est pas facile d'accès, c'est daté. Il y a beaucoup de jeux de mots, de tournures, de belles, comment dire, il y a vraiment des passages d'anthologie. Et du coup, j'ai sélectionné les petites perles et je me suis servi du dessin pour prendre le relais, quoi. Et par contre, le défi, c'est d'être aussi généreux avec le dessin que Frédéric Dard l'était avec ses mots, quoi. Pas facile. Ouais. Et du coup, on a une question de Benoît qui nous dit est-ce qu'il y a des personnages créés par toi ou uniquement issus des livres de Dard? Bah non, alors, en fait, moi, le point de départ, c'est que je suis tellement fan de la série que je voulais être le plus fidèle possible à l'univers créé, quoi. Donc les personnages, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de personnages qui sont inventés. Simplement, j'ai inventé leur image. Et ça, c'est une chose qui peut pas forcément plaire à des gens qui se sont imaginés San Antonio. Faut pas oublier que San Antonio, ça existe depuis les années 50. Donc, il y a des gars qui ont découvert ça dans les années 50, dans les années 60. Aujourd'hui, ils ont 70, 80 ans. C'est difficile d'arriver à 37 ans avec une proposition un peu fraîche et de peut-être dénaturer le héros de leur jeunesse, quoi. Donc c'est un pari, mais bon, c'est tout le but de l'adaptation, c'est d'aller chercher peut-être, par exemple, je me suis inspiré de Delon, tu vois, pour dessiner le commissaire, quoi. Delon, c'est une espèce de, il est assez beau, il est félin pour les jeunes qui connaîtraient pas, il est assez séduisant, et pour des plus vieux, il leur rappelle peut-être un air un air de Rocco et ses frères, ou ce genre du Guépard, ou ce genre d'époque du cinéma, tu vois ce que je veux dire? Ouais, et justement, tu parlais d'Astérix Tour de Gaulle, mais là aussi, il y a un côté où tu t'appropries des figures du cinéma, où là, dans celui-là, il y a Renault, il y a Brad Pitt, il y a plein de caricatures, entre guillemets. Ça, c'est un procédé que tu tires un peu de là ou pas du tout? Ouais, bah, complètement. Maurice, Goscinny, j'ai renoué un peu avec cette école de BD que j'avais, comment dire, un peu mis au placard, entre guillemets, depuis que je dessinais Last Man, ou que je me suis mis à beaucoup regarder de manga, à beaucoup bouquiner de manga et tout.
Et en fait, avec San Antonio, je me suis rendu compte que je me suis remis à travailler ma narration de façon beaucoup plus posée, beaucoup plus théâtrale. Euh, et donc, ça me fait marrer quand il y a des gens qui me connaissent par Last Man et qui titrent San Antonio version manga, parce qu'il y a, à part quelques décadrages ou quelques plans un petit peu tordus, il y a rien du tout de manga dans San Antonio, si ce n'est un dessin qui rappelle Last Man, qui rappelle le manga parce qu'on a communiqué sur le manga avec Last Man. Donc c'est assez drôle ce qui se passe, mais en tout cas c'est un mélange de tout ça. Et puis bah les gueules c'est mon petit plaisir coquin, de m'inspirer de chanteurs, d'acteurs, de personnalités publiques pour incarner des personnages. C'est toujours plus intéressant, ça les rend plus vrais. Des fois, c'est un peu, faut pas aller trop loin. Sur le premier tome, il y avait un DSK Hmm. qui a un peu trop fait parler à mon goût, comme les frères Bogdanov avaient un peu trop fait parler dans Last Man. Mais bon, c'est le jeu, ça fait parler, voilà, faut jouer avec, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que DSK et Zemmour dans le premier, il y avait un petit côté, ça tapait Non, fort. puis, tu vois, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'à l'inverse des Goscinny, Derzo, tout ça, qui caricaturaient des gens, toujours des belles personnalités. Moi, j'aime bien aller chercher des personnalités un peu sulfureuses, tu vois, des SK, Zemmour. Là, j'ai Brigitte Bardot dans le. Tu vois, c'est aussi ma manière à moi de les corriger, entre guillemets, avec ma plume, avec mon style numérique, en fait. Mais c'est drôle. Ouais. Non, non, moi je trouve que ça ajoute une couche très drôle, oui, de méta-référence. Enfin, du coup, on a une image de ces personnages, ils ont déjà un background qui n'existe pas en vrai, mais déjà ils sont chargés, quoi. C'est ça qui est intéressant, peut-être, quand Bah on oui, les voit. Hmm. ouais, ça donne toujours plus de corps à la BD. D'autant que voilà, les personnages écrits par Frédéric Dard sont super bien campés, ont des personnalités très fortes. Frédéric Dard, il mise tout sur les personnages, quoi. L'histoire, elle est complètement farfelue. L'enquête, on n'en parle même pas. C'est encore que celle-là en Bretagne se tient bien, mais la plupart du temps, les enquêtes sont un prétexte à mettre les personnages en situation débile et à travailler leur rapport entre eux. Dans celui-là, j'ai une petite gamine qui, à la base, est enfant quand elle apparaît dans les romans de Frédéric Dard. Et là, c'était génial de la travailler adolescente et complètement amoureuse du personnage de San Antonio. Bon, c'est facile, je vais aussi chercher ce qui me plaît à dessiner, quoi, les petites nanas, les bagnoles, les machins comme ça. C'est un peu facile, mais je le fais avec amour. Hmm. J'ai une autre question. Une question de Benoît, est-ce que le film a été une inspiration pour les personnages? Est-ce que tu as aimé ou vu le film? Non, non, pas du tout. Évidemment, je l'ai vu. J'ai vu les deux films. Je crois qu'il y en a un qui a été réalisé par Corbucci, si je ne m'abuse. Je veux pas dire de bêtises, mais et puis celui qui est sorti dans les années 2000, là, 2007, avec Lanvin, j'ai trouvé ça catastrophique. À part la gueule de Lanvin que je trouvais plutôt bien adapté. Enfin, il, il, il jouait le rôle assez bien. Je trouvais. J'aime beaucoup Gérard Lanvin. Après, le film a été une catastrophe, un four. J'ai eu pas mal d'anecdotes de par les ayants droit et les gens qui ont Hmm. géré l'affaire. Ça a été très très compliqué. Et bon, bah, moi j'arrive après tout un tas d'adaptations qui n'ont pas forcément bien marché. Et du coup, bah, voilà, c'est un challenge aussi, quoi. Donc, euh, donc non, aucune Hmm. référence au film. Et on parlait de l'écriture d'art un peu rapide, vu je crois qu'il faisait 4 à 5 romans par an. Est-ce que toi, dans l'adaptation, tu gardes un espèce de rapidité aussi dans le storyboard, dans les choses comme ça, ou c'est très planifié, c'est très écrit, comment tu fonctionnes en fait? Ouais, non, mais en fait, je vais encore paraphraser Frédéric Dard, parce que finalement, je me rends compte que je me suis aussi construit avec lui, hein, mais Frédéric Dard, derrière cette apparence fluidité et cette facilité à aller dans tous les sens, à faire du jeu de mots, on a l'impression que c'est très facile et qu'il écrit vite, mais il le déclarait lui-même, hein, il y a un travail monstrueux derrière. Derrière chaque mot d'un calembour, il va chercher la définition, il veut être sûr que la blague, elle tienne le coup et qu'on n'aille pas lui reprocher une mauvaise définition ou un jeu de mots raté ou quoi que ce soit. Et je crois que dans la BD, c'est un peu pareil. C'est que
J'ai un dessin où je vais chercher le mouvement, ça va vite, c'est assez fluide. La BD, elle se lit assez vite. Un petit peu comme dans la semaine, en fait. C'est que je mise beaucoup sur la narration et un peu moins sur les techniques de mise en couleur, tout ce genre de choses, parce que je suis pas coloriste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la ligne, c'est le trait, c'est la dynamique. Et effectivement, on a peut-être l'impression que ça va vite, mais en fait, il y a un gros travail derrière de construction, de mise en scène, en fait, tout bêtement, quoi. Donc, voilà, après, ça dépend aussi des scènes qu'on a dessinées, quoi. Les scènes avec des bateaux et des vagues de partout m'ont pris plus de temps que la Ouais. petite scène du petit-déj que tu as montré tout à l'heure. Mais là, j'en mets à l'écran, on sent qu'il y a un gros boulot justement dans tout ce qui est cadrage. On a voilà, un découpage qui épouse un peu l'histoire, le fond. On a des personnages qui sortent des cases, on a des objets qui volent dans tous les sens. Moi, ça me faisait vachement penser à Achille Talon, enfin à Greg ou à Gottlieb, tous ces trucs qui volent en permanence. En fait, il y a toujours, on dirait une espèce de traîne derrière, de déperdition. Les personnages ont toujours un truc. Mais ouais, mais t'as complètement raison. En fait, l'idée vraiment, c'est de m'amuser, tu vois. C'est de foutre des petites blagounettes de partout, des mouettes qui se prennent des briques sur la tête, des crabes qui se font écraser. Et je sais pas comment dire. Tout ce genre de détails, évidemment, ils prennent pas le pas sur l'histoire principale, mais ils apportent à la BD une espèce de légèreté, moi, qui me plaît beaucoup. Aujourd'hui, ben, faut voir, il y a la quantité de BD qui sortent. Et moi, je trouve qu'il y a dans la BD actuelle, il y a quelque chose de très premier degré, très sérieux. On fait de la BD pour, euh, pour raconter des émotions, pour faire des reportages de guerre. Je dis n'importe quoi, il y a de tout, hein, mais il y a quand même quelque chose qui, qui est, qui est très sérieux dans la BD. Et, et que je retrouve de moins en moins en fait ce côté potache qui existe par exemple encore qui existe à fond dans les mangas et que j'aime retrouver dans les mangas quoi, mais je sais pas dans la BD chez nous il y a quelque chose je trouve que ça manque de fun, ça manque de dérision quoi. J'ai l'impression que les auteurs ont peur de passer pour des chèvres, quoi. Alors que moi, je m'en fous complètement, quoi. Le dessin, c'est de la blague, c'est rigolo. Moi, je dessine comme quand j'avais 16 ans, quoi. Et grâce à San Antonio, j'ai de la matière, quoi, à illustrer. Oui, et c'est pour ça, alors que du coup, tu proposes des histoires sur Fluide Glacial ou que tu fais des caricatures sur ton compte Instagram, on sent qu'il y a ce côté-là un peu, comme tu dis, un peu potache, un peu. En même temps, faire du beau dessin, mais en même temps, voilà, pas se prendre au sérieux. Exactement. Exactement. L'idée, ouais, c'est de, quitte à être potache et assumer ce côté un peu trash, un peu bourrin de temps en temps, autant bien, je veux que ça soit bien fait. Je veux que Ouais. mes personnages soient bien campés, que mes gueules soient bien construites. Et oui, c'est le parti pris, quoi. C'est le contrepoids dans la balance, c'est que bah, je m'impose une grosse discipline de dessin derrière qui se voit peut-être pas à cause du temps, mais qui est là. On a une autre question d'un lecteur qui dit: est-ce que le phrasé particulier des bouquins est conservé dans la BD? Est-ce que tu as Ouais, retouché des dialogues ou tu gardes tel quel? non, non, tout est vraiment fidèle au bouquin. Euh, à quelques mots près, des fois, où un raccord m'oblige à couper une phrase en deux, ou à quelques petits détails près comme ça. C'est vraiment exactement ce qu'on retrouve dans le bouquin. Et moi, c'était vraiment, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement les textes parce que, ben, tu sais, quand on apprend la BD, des fois, on dit non, la voix off, elle redit ce qu'on, tu sais, le Hmm. piège du dessinateur qui apprend à dessiner, c'est de redire ce qu'il est en train de dessiner avec une voix off ou des textes qui sont un peu trop explicatifs. Ben, dans le cas de San Antonio, c'est ça en fait. Il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup de voix off qui réexpliquent ce qu'on a dans l'image, mais simplement avec une tournure tellement belle que j'ai voulu l'insérer. Tu vois. Hmm. Alors il y en a qui vont trouver ça trop bavard, trop surchargé, mais bon, moi j'ai 88 pages pour donner tout ce que j'aime, tout ce que j'ai dans les tripes, tu vois. Donc c'est pas grave si c'est surchargé par exemple, pardon, tout le monde y trouvera son compte. Voilà. Et ça, justement, je voulais te demander, ça, la pagination, donc un peu plus épaisse qu'une BD classique, mais c'est comment vous l'avez déterminé avec l'éditeur?
comment vous êêtes arrivé à ce livre un peu plus gros que l'habitude, mais finalement assez proche de la BD classique. Je crois qu'à la base, mon éditeur, on s'était prévu sur 80 pages. Parce que simplement, puis moi, j'en ai rajouté 8 parce que j'avais vraiment besoin de place quoi, pour Mm. raconter des personnages aussi puissants, entre guillemets. Et non, c'est le format de page, je pense Casterman, je sais pas, on n'a pas vraiment réfléchi à ça, mais je pense qu'ils sont conscients que après la semaine, tu vois, une grosse pagination ne fait pas du tout peur, quoi. Et Mm. même, si j'avais pu en rajouter 40, j'aurais pu, hein, facile. Mais bon, il faut que ça reste cohérent, économiquement parlant, tu vois, faut que ça soit relativement calibré, quoi. Ouais. On a une question qui dit, ce n'est pas une BD pour tout public. Ah bah non, effectivement, San Antonio, ça s'adresse plus aux ados, voire aux adultes, parce qu'il y en a qui sont carrément porno même. Ouais. Mais bon, l'idée, encore une fois, c'est de proposer une BD sexy. Enfin, je sais que je suis bien conscient qu'il y a des scènes un petit peu crues dans le bouquin, mais qui auraient pu être 1000 fois plus trash, entre guillemets, si j'avais respecté un peu plus scrupuleusement les textes. Mais l'idée, c'était pas non plus de tomber là-dedans trop vite, parce que c'est déjà un personnage qui est un peu, comment dire, je ne veux pas dire qu'il est poussiéreux, mais San Antonio, il y a peu de gens qui le connaissent. Donc si tout de suite je me mets des bâtons dans les roues avec de la pornographie, des trucs salaces, on va dire que je préfère lui rendre hommage et garder ce côté sexy érotique plutôt que de tomber dans le gras vulgaire, même si je suis bien conscient que ça reste déjà bien salé, quoi. Ouais. Et justement, comment tu te places par rapport aux auteurs qui ont illustré San Antonio, parce qu'il y a eu des illustrateurs connus, je pense à Dubout ou Alinsky ou Book. Du coup, est-ce que tu as regardé un peu leur boulot? Est-ce que tu te places, tu t'es mis dire ah bah je vais pas faire exactement pareil, je vais voilà. Est-ce que ça t'a inspiré ou au contraire ça t'a dit des choses à pas faire ou... Ouais, alors les choses que j'ai appris évidemment de ces dessinateurs, que je te dis, je les ai vus depuis que je suis gamin, toutes ces couvertures là dans les cartons de chez mes parents. Disons que j'adore ces dessinateurs, hein. Wolinski, Book, c'est Gourdon, Dubout, c'est phénoménal, c'est des génies. Les petites choses que j'ai retenues, par exemple, c'est par rapport au dessin de Dubout. Dubout, c'est très cartoon. Ce dessin, c'est très presse, quoi. Il y a un petit côté à la ligne claire. Moi, je voulais pas tomber dans ce côté cartoon à gros nez, tu vois. Ouais. L'idée, c'était vraiment de construire un personnage un peu réaliste, un peu solide, quoi, qui fasse pas rire avec son gros pif ou sa bouteille de Beaujolais sous le bras. Et par rapport à Book, euh, c'est marrant parce que Book a illustré tout un tas de couvertures avant moi. Et Book restait très très littéral. Par exemple, tous les titres des romans de San Antonio sont des jeux de mots, quoi. Mhm. Et Book a pris le parti pris d'illustrer de façon premier degré le calembour, quoi. Je dis n'importe quoi, mais mon culte sur la commode, il imaginait toute une scène religieuse sur une commode. C'était vraiment Mhm. littéral, quoi. En fait, moi, je me suis rendu compte que, enfin, par extension, adapter de façon littérale une description d'un personnage, par exemple, ça devenait ça devenait trop, en fait. Ouais. En particulier le personnage de Bérurier, qui si je le décrivais tel qu'il est écrit dans certains passages, ça devient un clown. Et le personnage, il perd complètement toute sa crédibilité, quoi. Moi, je veux pas qu'on retienne de Bérurier l'ivrogne dégueulasse, mais plutôt le colosse attachant. Mhm. Ouais, comme tu disais, un peu Obélix, quoi. T'essaies de le rapprocher plus d'Obélix que... Voilà, alors ça veut pas dire que je le lisse, Mhm. ni que je lui enlève de son odeur, ni de sa saleté, mais simplement je mets pas l'accent dessus, quoi. Ouais. Je préfère travailler sa forme plutôt que les petits détails accrochés à sa moustache. Il y a une question de Bijan qui dit ça serait prévu en combien de tomes? Est-ce que tu réfléchis déjà un peu à combien t'aimerais en faire ou à d'autres que t'aimerais absolument adapter?
Ah bah, comme je le redis, je suis tellement fan que je pourrais ne pas m'arrêter. Hmm. Euh, il avait, il avait été question, j'aurais pu enchaîner sur un troisième tome. Casterman était chaud, mais moi, j'ai juste levé un peu le pied pour pas tomber, comment dire, pas tomber dans. Je veux pas être le dessinateur de San Antonio parce que j'ai pas envie que ça me cloisonne là-dedans. Mhm. J'ai encore des choses à dire à côté, j'ai des projets personnels qui vont démarrer aussi. Et évidemment que je serais ravi de dessiner un troisième tome. J'ai déjà le titre en tête, mais peut-être pas tout de suite, d'ici 2, 3 ans. Ouais, tu te laisses un peu le temps de faire d'autres choses. Et Ouais, je pense. C'est bah, toujours pareil, histoire de respirer, tu vois. Après Last Man, San Antonio, c'était une respiration incroyable. Et maintenant que j'ai 2 tomes dans les pattes de San Antonio, j'ai besoin de revenir peut-être vers un dessin un petit peu plus léger, travailler d'autres choses, découvrir d'autres choses, quoi. ouais, justement, c'est combien de temps pour toi un album de San Antonio? Tu bosses sur ça fait à peu près combien de temps, ouais, pour de l'écriture, découpage jusqu'au final? Bah, c'est difficile à quantifier parce que j'ai mené les 2 tomes quasiment de front avec la série Last Man. Non, j'ai terminé cette année le tome 2 de San Antonio, mais je dirais qu'un tome, ça me prend un an, quoi. Parce que c'est quand même, malgré l'outil numérique, malgré le fait que je connaisse bien mon sujet, ça reste assez lourd en dessin surtout. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les petites blagounettes qui rappellent tout ce qu'on a tout le contenu des romans de Frédéric Dard. Tout ça, ça prend du temps à Mm. penser, à mettre en place. Et ouais, je dirais que un album entier, ça met bien un an à être réalisé, quoi. Ouais, et tu travailles tout à la palette graphique alors. Ouais, alors il se trouve que sur le dernier tome de la semaine, j'ai fait pas mal d'originaux. Ouais. Simplement, j'aurais eu envie de pousser, de transformer l'essai sur San Antonio, mais comme je te dis, l'idée, c'était d'être le plus généreux possible dans ma mise en scène et dans mon dessin. Et donc, j'ai voulu m'enlever ce poids du dessin tradi, tu sais, où il faut recommencer, où tu tâches ou machin. En revanche, là, sur des projets qui arrivent, je passe en tradi à 100%, et donc là, c'est un vrai challenge, tu vois, encore nouveau. Et ça, du coup, tes prochains projets, tu peux en parler un petit peu ou pas encore? Non, pas encore, si ce n'est que, parce que il y a rien encore officiel, mais disons que si avec Last Man, et San Antonio, je mélangeais un peu ces influences nippones et ces références franco-belges bien assumées. Là, je repars sur 2 projets où je retends complètement vers le manga d'un côté et complètement vers la BD à papa à l'ancienne de l'autre. Donc, 2 expériences bien nouvelles qui ont bien m'amusé, je pense. Chouette. Et du coup, bah, c'était une question de Benoît, donc tu as répondu sur le côté avec des œuvres un peu plus style manga. Et on a une question Mhm. de Thierry qui dit le tome 2 m'a paru plus délirant et vivant que le premier, côté dessin, cadrage. Pourquoi? Est-ce qu'il a fallu un premier tome pour apprivoiser le San Antonio et trouver le ton? Bah, exactement, en fait. C'est simplement que, comme je disais en début d'interview, moi, quand le projet il m'arrive entre les mains et que je réalise pas très bien la hauteur du truc, et du coup, je crois que je me mets un petit peu la pression, tu vois, je veux me mettre bien avec et l'éditeur et les ayants droit. Donc, je pense que je suis un petit peu timide, ouais. Je suis un petit peu timide dans mon approche des personnages et dans le travail d'adaptation, en fait, tout bêtement. Après, une fois que j'ai eu le tome 1 dans les pattes, ouais, ça a été très facile. J'ai pu me lâcher un petit peu plus dans tous les sens. Et il y aurait un tome 3, ce serait encore mieux, Hmm. j'espère. Et ça, justement, avec les ayants droit, du coup, tu leur fais valider ou juste ils ont un regard pour la forme ou comment ça marche en fait? Non, non, les ayants droit, Patrice et Joséphine Dard et surtout Monsieur Albert Benloulou qui m'ont déjà accueilli à bras ouverts. Ils attendaient la démarche volontaire d'un auteur
Et moi, je suis arrivé au bon endroit, au bon moment. Et vraiment, évidemment ils regardent mon travail, ils m'ont donné des pistes et des conseils au démarrage, mais après, ils m'ont quand même laissé, ils ont vu que je pense qu'ils ont compris rapidement que je connaissais mon sujet, que j'avais envie de vraiment redonner, redorer le blason de San Antonio. Mhm. Faut pas qu'il ait été, enfin si, quoi, qu'il ait été un petit peu abîmé avec ce film et ses adaptations foireuses. Ouais. Mais en tout cas, ouais, ils ont vu que j'avais envie de bien faire. Et du coup, ils m'ont laissé, ouais, quasiment carte blanche, quoi. Donc ouais, je leur en remercie chaleureusement. Ouais, c'est bien parce que du coup, en voyant, parce que le fils, donc Patrice Dard, avait écrit lui une série de BD avec Henri Declay, je crois. C'était donc où il faisait des. Au début, il adaptait, puis après, je crois qu'il a écrit des aventures un peu lui-même, quoi. Il avait inventé des aventures de San Antonio en BD. Je crois que lui, il en avait écrit. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. T'as passé des couvertures là. Ouais. Oui, oui, mais tu vois, c'est marrant parce que j'en parlais il y a pas très longtemps. Au début, moi, je les connaissais un vaguement ces BD, je les trouvais pas très réussis parce que. Et en fait, j'ai compris après que Patrice, avec les deux dessinateurs, ils se sont mis à travailler à trois. Et Hmm. en fait, c'est marrant, en studio, exactement comme on a fait avec Last Man, tu vois. Un scénariste, deux dessinateurs qui ont des tâches à peu près plus ou moins attribuées. Et en fait, c'est drôle parce que ce qui m'avait déplu à l'époque, j'avais vu les différences entre les deux dessinateurs. Et en fait, après les avoir relus là récemment, je me suis dit qu'il y avait quand même un travail très intéressant derrière. Après, ben voilà, Patrice, il aurait rêvé que Book en fasse adapte un roman de San Antonio, mais ça s'est jamais fait. Et bah, s'il pouvait le faire, ça serait top. Je joue pas le truc de la concurrence, je m'en fous. Je trouve que plus on peut parler San Antonio, mieux c'est. Mhm. Mais voilà quoi. Je sais plus quelle était du tout la question de départ, mais voilà. Ah, non, c'était ça un peu ton sentiment par rapport à ça, et vu qu'il avait une velléité d'auteur, si ça avait matché, mais du coup, vu que tu dis qu'il est hyper bienveillant et qu'il est très content que ça se fasse, c'est chouette. Et du coup, là, tu mets une pause pour un éventuel tome 3, mais tu continues à illustrer les couvertures des romans. Ouais, les romans toujours, parce que ben, euh, pour, pour, pour avoir une petite idée, il y a 175 romans, Ouais. plus une dizaine de hors-séries, plus des romans écrits sous son vrai nom, Frédéric Dard. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que passé une certaine époque, Frédéric Dard a signé San Antonio. Il s'est fait manger par son personnage, quoi. Hmm. Du coup, il y a beaucoup de romans qui sont signés San Antonio, mais qui ne sont pas des histoires des enquêtes du policier, quoi. Enfin, bon, ça, c'était pour l'anecdote. Et non, oui, évidemment, moi, là, je suis parti, j'ai déjà 30, 35 couvertures de romans et c'est super parce que je veux pas dire que je les connais tous, mais une bonne grosse partie. Et du coup, bah, quand j'ai à illustrer telle ou telle histoire, je sais où je vais. C'est une vraie récréation, c'est marrant. J'adore les personnages, j'adore les mettre en situation et c'est top. Je boucle la boucle avec ça, quoi. Ça me fait très plaisir. Et on a parlé donc pas mal donc de d'art, mais est-ce que tu peux nous parler aussi d'autres influences? Est-ce qu'il y a des auteurs ou des auteurs de BD qui t'influencent particulièrement? Ouais, bah, carrément. Enfin, je ne suis, enfin, je pense que la plupart des dessinateurs, hein, on est qu'influence, quoi. Moi, je peux me réclamer autant de réserve, tu vois, que de Kentaro Miura qui fait Berserk, quoi. Hmm. Et vraiment, j'ai dans ma bibliothèque les deux, ils sont mélangés, les deux, ils sont à côté. Euh, autant, ouais, du Leiji Matsumoto que du Wolinski, du Sampé, bon, évidemment tous les classiques, mais non, s'il y en a un qui sort du lot, je crois que c'est Jordi Bernett, l'auteur de Torpedo, de Clara Denoche. Celui-là, je comprends pas tellement il est balèze. Et puis bah, je te cache pas que Torpedo c'est du polar. J'ai mis le nez dedans pas mal avant de commencer San Antonio. Ça se ressent pas forcément parce que l'idée Hmm. c'était pas de d'aller dans un dessin comme ça
des traits noirs et blancs. Moi, je voulais un espèce de polar coloré. Mais bon, ouais, j'adore ce dessinateur, Toriyama, Otomo. Enfin, c'est marrant parce que je te cite énormément de dessinateurs japonais Ouais. et franco-belges, mais finalement, tu vois, très peu comics. Je connais rien en comics. J'ai rien du tout. Mais vraiment, je suis nul. Si, le mec là, avec sa moustache, comment il s'appelle? Stanley? Je sais pas. Voilà. Ok. Et du coup, tu disais justement que tu réfléchissais à d'autres projets. Est-ce que pour chaque façon d'adapter ton style, voilà, tu fais beaucoup d'essais? C'est-à-dire que tu avais un trait, oui, un peu plus manga quand tu dessinais avec Bastien sur Last Man. Est-ce que là, pour San Antonio, tu t'es fait un training pour essayer de changer un tout petit peu de style ou pas spécialement? Non, pas vraiment. En fait, euh, à la base, moi, je viens du dessin animé, donc je pense que ça me fait pas peur de changer de style de dessin, tu vois. Mais je crois que depuis le début de la semaine, je fais de la BD, je fais quasiment plus que de la BD. J'ai pas remis le pied dans un studio d'animation. Mhm. Et du coup, ben, je pense que là, après 7 ans, ouais, 7, 8, 9 ans de Last Man, euh, j'ai gardé un dessin qui est assez, enfin, que je maîtrise, entre guillemets. Évidemment, j'essaye de pas me reposer là-dessus et tu vois, l'idée de repasser sur du tradi, c'est découvrir d'autres choses, d'autres techniques, renouer avec ces techniques que j'ai découvert quand j'avais 14 ans, quand je faisais la BD dans les MJC, quoi. Mais non, ouais, je transforme pas mon dessin. Mais tu vois, de temps en temps, je me permets d'aller un peu plus dans de la caricature, mais tout en restant proche d'un dessin, comment dire, d'un dessin assez réaliste, en fait. Ouais. Et justement, on parlait aussi de récréation et d'humour. Du coup, dans Flux Glacial, c'est toi qui les as démarchés pour venir faire des histoires ou c'est eux qui t'ont contacté? Comment ça s'est passé? Non, je crois qu'à la base, c'est Dominique Bertaille qui bossait chez eux et qui m'avait branché avec Yann Landin, qui était le rédac chef de Fluide je sais plus, en 2015, si je me trompe pas, enfin, de 2015 à 2018, je veux pas dire de bêtises. Et puis, bah non, ça, je m'étais super bien entendu. Yann, j'adore ce mec. Il m'a poussé, il m'a permis de me lâcher complètement avec des histoires complètement tordues dans le fluide glacial. Et non, c'était une super expérience. Après, moi, aujourd'hui, j'ai pas mal de boulot, donc je peux pas. J'ai dû arrêter fluide pour un temps. Ah oui, ok. J'avais pas vu que c'était stoppé. Bah, pour un temps, et puis parce que de plus en plus, dès que tu fais du cul, on te tape un peu sur les doigts. Donc bon, Ah oui, je d'accord. préfère faire, Ouais. voilà, je préfère le glisser tout doucement, tout délicatement dans mes BD, estampillé pour les adultes, et puis voilà, quoi. Ouais, ok. Et du coup, là, il y a sur Last Man, donc c'est fini, mais il y a des histoires qui sont sorties, Last Man Story. Il y a une Mhm. saison 2 de l'animé qui est en préparation. Est-ce que tu continues à bosser un peu dessus est-ce que vous avez encore des projets là-dessus ou c'est pour toi, pour l'instant, c'est de côté? Non, bah, non, nous, Balak et moi, on travaille plus dessus. Ouais. Il y a Bastien qui est à l'écriture de la saison 2. Mais et puis, bah, on sait qu'on va y revenir sous une forme ou une autre d'ici quelques années. Mais pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Tu sais, les spin-offs, c'était chouette parce que il y a le spin-off qui avait été fait par Alexis Bacci, Ouais. Last Man Stories, qui s'appelait Ash, sur le personnage de Ash. Et donc, bah, de la même façon, moi, j'aurais bien aimé en faire un. Mais c'est bien aussi de laisser passer du temps et de revenir en forme sur l'univers. Peut-être pas forcément avec un spin-off comme ça, mais d'une autre façon. De toute manière, c'était toujours le mot d'ordre avec Asman, développer euh, développer l'univers d'une façon différente à chaque fois. Donc on verra. Ouais. Et du coup, sur la fin, comment a été l'accueil un peu? Parce que du coup, la fin, vous avez fait une tournée de dédicaces après, je crois.
Il y a eu même un vernissage d'expo, il y a eu une expo, etc. Comment ça s'est passé un peu après la clôture de ces 2 cycles? Bah, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de vie, quoi. On était reconnus partout dans la rue. On pouvait plus sortir de chez nous. C'était quelque chose d'incroyable, hein. Franchement, moi, j'en reviens pas. C'était de la folie. Donc non, moi, le succès, la gloire, très peu pour moi. Moi, je veux revenir à galérer. Je veux être payé très peu par des éditeurs et faire beaucoup de promos gratuites. Enfin, tout ça. Non, non, je plaisante. Je dis n'importe quoi. Euh, le dernier tome a été très bien accueilli Ouais, par le public. Il y a eu beaucoup de frustration aussi par rapport à beaucoup de personnes qui pensaient que la série n'allait jamais s'arrêter, à l'image de beaucoup de mangas. Mais moi, ce dernier tome, ça a été vraiment une des périodes où j'ai été le plus en phase avec moi-même sur ce que j'aime faire, avec cette petite phase où je suis revenu au traditionnel. Donc, j'ai vraiment très apprécié cette fin, ce final en beauté. Et je crois que ça a été, que les gens l'ont très bien reçu aussi. Donc voilà, c'était une très belle expérience. ouais. Et du coup, là, est-ce que on a parlé des auteurs qui t'ont un peu influencé? Est-ce que là, tu lis un peu de BD, des choses récentes, et est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont particulièrement touché ou surpris ou des choses comme ça? Alors, tu vas m'en vouloir, mais moi, j'ai la particularité de ne pas être très curieux. Et du coup, moi, tu vois, dès que je tombe sur un truc qui a l'air sympa, j'arrive pas à tenir et je reviens dans du vieux, quoi. Là, en ce moment, je redécouvre tout Manara Ouais. parce que je connaissais mal, en fait, son univers. Mais ouais, finalement, très peu de coups de cœur récents, en fait, parce qu'il y a tellement de choses, et puis bah, j'ai tellement le nez dans mon guidon que j'ai pas forcément le temps de. Si je découvre, bah, j'ai lu Pucelle là, de Florence Ouais. Dupré-Latour, avec qui je donne des cours à l'école Émile Cole, et du coup, ouais, son travail, il est mortel. J'adore ce qu'elle fait. Et ouais, voilà, c'est ce genre de petites choses. En fait, je découvre le travail des gens que je rencontre, tu Hmm. vois. Je, mes amis, Bastien, Balak, Marion Montaigne, les gens avec qui j'ai travaillé, j'adore suivre leur travail. Donc, effectivement, mais est-ce qu'on peut appeler ça du coup de cœur? Non, si je les connais, donc c'est pas très objectif. Ouais. J'ai une question de Thierry qui dit ah oui, est-ce que c'est vraiment du polar? Bon, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que les histoires de Dard, c'est pas forcément toujours des vraies enquêtes, même si ça en a l'aspect. Mais tu disais que voilà, sur le tome 2, tu avais une enquête plus, c'est vrai, qui ressemblait plus à un polar, quoi. Ouais, non, bah alors, en fait, Polar, c'est une façon de ranger le bouquin. À la Ouais. base, les San Antonio, ils étaient rangés à côté des SAS et des OSS 117 dans les librairies, dans les gares, un truc comme ça. Donc, effectivement, c'est du polar dans le sens où c'est un univers un peu crasseux, un flic qui enquête, qui se bagarre. Enfin, oui, ça a tout du polar. Simplement, moi, je pense on est quand même bien au-dessus, dans la mesure où, ben, quand on découvre un San Antonio, on va découvrir une vision du monde qui ne sera pas la même que Jean Bruce dans ses OSS 117. Hmm. OSS 117, c'est très bien, mais bah voilà, il y a une enquête qui est bien ficelée, qui est bien goupillée, avec un ton à lui, mais on s'échappe jamais du bouquin, quoi. Et dans San Antonio, on est constamment en train de sortir du bouquin, quoi, de réfléchir sur, sur les horreurs de la vie, du monde, d'avoir limite l'auteur qui s'adresse au lecteur en le tutoyant, en le prenant à partie, en l'insultant. Et moi, ça me remue, cette littérature. Ça me fait du bien, je m'en lasse pas. Et donc voilà, c'est tout ce qui différencie San Antonio du polar classique, entre guillemets. Ouais. Il y a une proximité aussi, je sais pas si tu avais lu ou si tu lis Le Poulpe, avec ce côté collection, puisqu'il y a plusieurs auteurs, donc finalement il n'y a jamais le même ton, mais ça ressemble un peu à ça, comme tu dis. C'est l'habillage polar, mais effectivement il y a d'autres choses derrière. Ouais, alors que non, je connais pas très bien le pouple, je sais ce que c'est, mais j'en ai jamais lu. Mais en revanche, oui, non, ce cas, c'est que
euh, la langue de Frédéric Dard, elle est unique, quoi. Et j'invite vraiment tout le monde à la découvrir, parce à chaque fois, on découvre un truc. Tu Hmm. découvres moi, je fais partie d'associations de fans de San Antonio sur Facebook, là. Et il y a des mecs qui photographient des passages dans leurs bouquins, des passages que tu as lus, qui t'ont touché, qui t'ont ému, mais évidemment que tu retiens pas parce que tu les lis tellement vite, à des moments où tu n'as pas forcément le temps de surligner avec ton stabilo dans le bouquin. Et il y a des passages qui sont hallucinants, d'une vérité et d'une d'une profondeur sans égale, quoi. Et enfin, vraiment, moi, j'ai pas peur de le dire. Il y a du philosophe, quoi, dans Frédéric Dard, quoi. Mais évidemment, ça a été plus facile de le vendre avec des petites nanas sur la couverture, comme SAS, quoi. Parce que pour vendre, il faut montrer des petites nanas et des petits machins. Bon, c'est en train de changer, mais Ouais. Bah, de toute façon, il le disait lui-même dans ses interviews. Il disait que c'était le cul et la littérature. Enfin, il y avait une espèce de, chez lui, de dichotomie dans ce que d'habitude, chez les journalistes, on classe, bon, les mecs un peu vulgaires et les mecs plutôt érudits. Lui, il y avait les deux rassemblés, quoi. C'est ça qui était marrant. ouais, et à cause de la vulgarité, comme tu dis, il a jamais trouvé sa place au sein de la petite, du petit microcosme parisien, tu vois. Et je pense qu'il en a longtemps souffert. Après, et puis au bout d'un moment, il s'en est complètement, il n'en avait plus rien à faire. Il avait compris comment ça marchait et il avait plus rien à prouver. Frédéric Dard, il a vendu des bouquins à 600 000 exemplaires. Hmm. Tu vois, 600 000 exemplaires, c'est au Japon. Naruto, c'est un tome de Naruto au Japon. C'est monstrueux, quoi. C'est des chiffres. Enfin, je te dis ça un petit peu à l'arrache, Ouais. mais c'est des chiffres qui n'existent plus aujourd'hui. J'ai une question de Bijan qui dit vu que tu connais bien Ouais. les mangas et que tu as l'air de vouloir proposer de la BD qui sort des sentiers battus, est-ce que tu te sentirais de créer un univers aussi riche et bizarre que JoJo's Bizarre Adventure, par exemple? Alors, moi, quand je dis que je veux faire de la BD qui sorte des sentiers battus, c'est en toute modestie. Moi, j'ai pas le, enfin, j'estime que je suis pas forcément. Enfin, comment dire, j'ai pas de prétention à dessiner, à inventer des univers. Simplement, ouais, je veux aller chercher là où, enfin, je veux raconter mes histoires et raconter un petit peu mon vécu, forcément, parce que quand tu parles de toi, c'est toujours plus impactant. Et Mhm. effectivement, là, je suis en train de développer quelque chose qui tend beaucoup plus vers le manga, qui reste français, parce que comme avec Last Man, on est français, donc ça reste de la BD française, Ouais. très référencée, mais qui va partir assez, où je vais développer un univers assez foufou, quoi. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas trop en dire parce que rien n'est fait. Ouais. Mais je suis effectivement en train de développer ça. Ouais, donc ça sera un truc au long cours, quoi. Ça sera un truc Ouais, plus vaste, ouais. Et, ouais, toujours pareil. L'idée, c'est de développer mes personnages sur la longue durée, quoi. Qu'on grandisse avec, comme on a tous aimé grandir avec Sangoku. ouais. Et tiens, tout à l'heure, je te demandais un peu comment tu travaillais, combien de temps ça avait mis. C'est quoi pour toi une journée type? Pas sur ce projet ou un autre projet, mais c'est quoi à peu près ton travail? Comment tu organises tes journées? Ma journée type, elle s'organise en fonction de mes enfants, en fait. Ouais. Euh, à 8h30, je peux commencer à travailler et à 5h30, j'arrête. Mais non, moi, enfin, comment dire, je suis très fonctionnaire de la BD. Moi. Je crois en l'endurance et pas à la nuit blanche, tu vois. Ouais. Je peux, sur une année, je peux tous les jours travailler 7 heures par jour, tous les jours, quoi. Mais par contre, tu me feras pas faire une nuit blanche. J'arrive, c'est au-delà de mes possibilités. Je peux pas travailler la nuit. Voilà, voilà, le gros fonctionnaire de la BD. Et est-ce que tu cloisonnes, tu te fais des moments plutôt écriture, des moments dessin pur, des moments... est-ce que tu cloisonnes ou tu t'essayes ou tu fais plutôt comme ça vient Ouais, alors en ce moment, je fais beaucoup d'écriture, mais j'essaye de toujours dessiner tous les jours, quoi. Parce que j'ai cette espèce de phobie de si je dessine pas pendant 2 jours, ça va plus tenir le coup après. Je sais pas, il y a quelque chose qui est assez viscéral, quoi.
J'ai peur de lâcher mon crayon trop longtemps, quoi. Là où je connais des dessinateurs qui se prennent des pauses de 2 mois pendant les vacances et ils reviennent ressourcés à fond et tout. Moi, ça me fait vachement peur, ça. Mais évidemment, il faut que je me force un peu à le faire pour ma santé mentale et mes proches. Ouais, c'est ça, mais du coup, tu fais beaucoup de carnets de dessin, croquis d'observation, ou c'est vraiment, quand tu dis dessiner, c'est vraiment pour tes projets, t'avances. Bah, ça aussi, tu n'ignores pas que le monde de la BD, les auteurs de BD sont un peu en souffrance à l'heure Mm. actuelle. Et c'est vrai que c'est difficile de décider d'aller dessiner 2 mois dans des carnets de croquis comme ça. J'essaye de le faire. Je prends mes petits carnets de croquis quand je peux, quand je pars à la campagne ou quoi. Mais grosso modo, j'essaye d'être productif et constructif, quoi. Très vite, du petit croquis du mur en pierre, je passe à quelle serait la tronche du vilain dans le chapitre 3 de mon prochain projet, tu vois. Ouais. J'essaye enfin, faut être cohérent. Il faut bosser comme un forcené pour pouvoir vivre de la BD. Donc, ça gère, tout ça, ça génère un quotidien. On a tout le temps ça en tête, quoi. Oui, c'est ça, c'est un métier où il n'y a pas de pause, quoi. Il y a pas il y a pas de respiration, si ce n'est, comme tu dis, changer de projet ou changer de collaboration. C'est ça plus les respirations que faire une vraie pause. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Bah, non, des fois, la pause, il faut se l'imposer. Et effectivement, on se rend compte qu'après, une fois le cul dans l'eau, et t'es très très bien. Ouais. Mais c'est un vrai effort. Tu vois. Moi, partir en vacances, c'est un effort pour moi de partir en vacances. Mais bon, évidemment, une fois que j'y suis très bien. Et ça fait du bien. Ouais. Bon, bah, on finit sur cette note positive alors. Bah, je te Ne remercie partez pas beaucoup, en Michael. vacances. Comment? Non, je disais, ne partez pas en vacances. Et bosser. C'est Faites des bosser. croquis. Non, mais tu quoi, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Ben, Merci. merci à toi. Ouais, merci. Merci à tous les lecteurs qui ont posé leurs questions dans les commentaires. C'est gentil. Je vous invite donc à aller voir donc ces albums de San Antonio dessinés par Michael. Sur Bubble, vous avez une chronique aussi coup de cœur écrit si vous voulez en savoir plus, qui détaille un peu plus ce qui se passe dans l'album, qui parle un peu du dessin, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et l'app. Et pour les prochains lives, on se retrouve donc en septembre à la rentrée. Merci beaucoup. Eh ben, merci Michael et à bientôt alors. Merci à tout le monde. Et puis, ben, passez un bel été. Merci. Salut.